Y a-t-il des aliments à privilégier ou bien des aliments à éviter absolument? Beaucoup de personnes vont vous apporter un tas de recettes de grand-mère et le but de cette vidéo est justement de faire le tri. Lorsqu'on allaite, on va avoir besoin d'un certain nombre de calories supplémentaires. Maintenant, le but n'est pas de venir compter les calories que vous allez manger à chaque repas. Le but est d'avoir une alimentation riche, une alimentation variée, idéalement colorée, et donc de cette manière vous aurez des fruits et légumes dans votre assiette. Et puis d'écouter votre corps. Si vous avez des petites fringales, se précipiter sur les sucreries, sur les fast-foods n'est peut-être pas la meilleure des options. Maintenant, avoir à portée de main des petits encas nutritifs, je pense à des oléagineux par exemple, des amandes, des noisettes, des noix de cajou, je pense à des dattes, des figues sèches, je pense à des raisins secs notamment. Ça peut être un petit coup de pouce qui peut vous donner des petits regains d'énergie dans la journée. Parfois même, un petit carré de chocolat noir peut vous faire du bien. Il existe des marques assez récentes, notamment en France, qui proposent des petits bars de snacks nutritifs à base d'ingrédients bio qui ont été savamment pesés et conçus pour pouvoir vous apporter des petits encas comme ça, à prendre ça et là dans la journée lorsque soit vous n'avez pas le temps de vous poser pour manger. Ça a l'air étonnant hein, lorsqu'on est enceinte de se dire mais bon sang, le bébé va dormir énormément donc je vais forcément avoir le temps de me poser. Et en réalité, on a à peine le temps de s'asseoir, on a à peine le temps de réchauffer un repas. Et puis dès lors qu'on a préparé son déjeuner, eh bien, on a souvent un bébé qui est très sociable et qui va demander à téter en même temps. Donc on a envie d'avoir à portée de main des petites choses faciles à consommer. Ça peut être des tartes toutes faites qu'on a congelées en part. Ça peut être des salades, je pense à des salades avec une base de lentilles ou de quinoa, qui peuvent se manger très facilement dans la journée, quand bien même elles sont froides, ou ces petits encas nutritifs. Si vous avez quelqu'un à portée de main qui peut vous préparer des tartines avec peut-être de la purée d'amande, avec une tranche de fromage, quelque chose de nutritif sur un pain complet, ça peut aussi vous donner des petits moments d'énergie. Et quand vous n'avez pas le temps de préparer quelque chose, eh bien vous pouvez vous procurer des petits aliments tout faits que vous aurez à portée de main. Les mères trouvent souvent confortable d'avoir un plateau avec dessus une bouteille d'eau, je vous dis des oléagineux, éventuellement un thermos avec leur boisson chaude préférée ou bien des fruits frais qu'elles vont pouvoir consommer facilement sans avoir besoin de les éplucher. Et c'est vrai que ce petit plateau, eh bien, ça fait du bien au moral. On ne pense pas toujours à soi lorsqu'on vient d'accoucher. Il est vrai que les personnes qui nous entourent vont avoir pris beaucoup d'attention, enfin vont nous avoir accordé beaucoup d'attention pendant qu'on était enceinte, et une fois qu'on vient d'accoucher, l'attention se reporte beaucoup sur le bébé et on se sent un petit peu laissé de côté. Et pour certaines, eh bien, elles vont oublier de manger, et puis oublier de manger. Alors certes, et ça rejoint le sujet de cette vidéo, certes, il n'est pas nécessaire de manger des grosses quantités de nourriture pour avoir suffisamment de lait. La quantité de lait et même la qualité du lait que vous fournissez n'a absolument à peu à voir avec les aliments que vous consommez, à l'exception près des graisses. Si vous consommez des aliments qui sont constamment riches en graisses saturées, votre lait sera riche en graisses saturées et c'est peut-être pas les meilleures graisses que l'on veut transférer au bébé. Pour le reste, la quantité de lactose, la quantité de protéines, de graisse ou d'eau qui constitue votre lait maternel sera toujours constante. J'ai accompagné pour cela des mères anorexiques et je peux vous garantir que les bébés avaient tout le gras que la mère n'avait pas elle-même. Et puis je pense à une étude qui a été réalisée en Suède, et un protocole similaire a été réalisé en même temps en Namibie. On voulait comparer la qualité du lait des mères suédoises par rapport aux mères namibiennes, et on a relevé que la qualité est strictement la même, à l'exception seule du taux de lactoferrine, cet agent anti-inflammatoire qui est dans le lait maternel. Eh bien, c'était les mères qui avaient un régime alimentaire globalement moins riche, les namibiennes, qui avaient plus de lactoferrine. Donc, certaines personnes pensent qu'il existerait des mères qui auraient un lait pas assez nourrissant. Ça n'existe pas. Hein. Et donc, vous pouvez avoir une alimentation globalement pauvre, votre lait aura toujours la même composition et protégera toujours votre progéniture, votre bébé.
Donc de votre côté, pensez à vous. Si vous avez une alimentation trop pauvre, vous allez être fatigué, et si vous êtes fatigué, vous aurez du mal en fait à survivre à chaque journée, puisque c'est vraiment intense de s'occuper d'un enfant. Donc ça, c'est du côté de l'alimentation. Ensuite, de par le monde, beaucoup de femmes ont cherché des aliments qui pouvaient potentiellement leur permettre de produire plus de lait. Aux Philippines, par exemple, on a identifié une plante qu'on appelle là-bas le malunggay, et que dans d'autres pays du monde, on nomme le Moringa oleifera, et c'est une plante qu'on surnomme l'arbre de vie. Cette plante a la capacité de couvrir de très nombreux besoins nutritionnels. Elle est riche en potassium, en calcium, en magnésium, en fer, en protéines, en vitamines, et cerise sur le gâteau, en tout cas les Philippines l'ont depuis longtemps remarqué, eh bien le moringa booste la lactation quand on a une lactation un petit peu faible. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, peut-être que vous pouvez aller dans votre magasin bio préféré ou dans certaines herboristeries, demander du moringa, ça s'écrit comme ça se prononce, et puis vous allez essayer de le consommer, peut-être comme vous consommeriez du thé vert matcha. Et ça a d'ailleurs un goût assez proche. Donc on en prend une cuillère à café, une fois par jour. C'est très très riche en fibres, et donc les personnes qui ont le syndrome du côlon irritable ou bien qui sont très sensibles aux fibres risquent de trouver que ça leur donne mal à l'estomac. Mais pour les autres, ça peut stimuler leur système immunitaire et, cerise sur le gâteau, potentiellement améliorer leur lactation. D'autres femmes dans le monde, je pense aux femmes en Inde, ont recours à une plante ayurvédique qui a pour effet secondaire de booster la lactation. Elle s'appelle le shatavari. Shatavari avec un S, et on en trouve aussi dans certains magasins bio. Donc le shatavari peut donner un petit coup de pouce. Et puis dans les cultures plus maghrébines, on va éventuellement penser à la helba. La helba, en français, c'est le fenugrec. Le fenugrec, c'est une plante qui donne de l'appétit, qui permet justement aux personnes qui étaient immunodéprimées de retrouver de l'appétit et de se sentir en meilleure santé. Et donc le fenugrec va encourager la maman à se nourrir davantage. On a remarqué que à une certaine dose, le fenugrec pouvait augmenter la lactation, et cette dose correspond à peu près 1 gramme de fenugrec pris 3 à 4 fois par jour. Alors soyons aussi prudents avec le fenugrec, puisque cette plante qui n'est pas du fenouil, c'est vraiment une graine spécifique, le fenugrec, a aussi des effets secondaires. C'est une plante qu'il est contre-indiqué de donner à une femme qui souffre de diabète ou une personne qui est à risque de faire des hypoglycémies, puisque cette plante est hypoglycémiante. D'autre part, puisque sa première vertu est de donner de l'appétit, eh bien, les personnes qui n'y prennent pas garde peuvent se retrouver avec des accès de fringales, et j'ai vu des mères certes sentir une lactation augmentée, mais se retrouver quelques semaines plus tard avec 5 voire 10 kilos en plus par rapport à leur poids initial. Donc ça se manipule avec prudence. Toujours est-il que le fenugrec a également un autre effet secondaire, celui-ci très très significatif, c'est-à-dire que toutes vos sécrétions corporelles vont changer d'odeur. Il arrive que, une mère me disait comme ça récemment, mon homme est rentré à la maison, il m'a dit chérie, tu as cuisiné du pot-au-feu, et elle m'a dit, j'ai constaté avec horreur que c'était moi qui sentais le pot-au-feu, et elle n'a pas trouvé ça évidemment très agréable. Certaines personnes pensent que ça donne à leurs odeurs corporelles une odeur de sirop d'érable. Toujours est-il que vous n'allez plus sentir comme d'habitude, et ça peut être assez étonnant chez vous. Les personnes qui prennent du fenugrec ont remarqué que cette plante peut avoir un impact sur la lactation à une certaine dose, et que si elle diminue la dose de fenugrec, il faut être prudente et y aller très graduellement, puisque parfois leur lactation devient dépendante de la dose de fenugrec. Alors bien sûr, le pharmacien va essayer de vous vendre des plantes comme ceci, mais souvent il va vendre des complexes complets, c'est-à-dire des préparations qui comportent un petit peu de fenugrec, peut-être d'autres plantes comme du galéga, comme du chardon-marie, qui ont aussi des propriétés galactogènes. Ceci étant, la quantité de plantes souvent contenues dans ces préparations est généralement insuffisante pour avoir un impact sur la lactation de la maman.
De la même manière, on vend très souvent aux jeunes mères qui allaitent des tisanes à base de verveine, à base d'anis, à base de fenouil. C'est intéressant chez les mères qui ont déjà une bonne lactation. Chez les mères qui n'ont pas une lactation suffisante, en règle générale, ça ne sert pas à grand chose. C'est comme si je vous disais, buvez beaucoup d'eau et ça vous permettra d'avoir plus de lait. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Si vous buvez énormément d'eau, vous serez amené à avoir plus de miction, vous urinerez beaucoup et potentiellement vous risquez d'avoir moins d'infections urinaires, ce qui peut être un atout. Mais chez certaines femmes, une consommation exagérée d'eau peut affaiblir leurs reins. Donc on reste prudente. Concrètement, qu'est-ce que vous allez manger? Eh bien, vous allez manger ce qui vous plaît, ce qui vous attire, et essayer de mettre de la couleur dans vos plats. Qu'est-ce que vous allez boire? Une fois encore, les boissons qui vous plaisent. Vous allez sentir qu'au moment où vous mettez votre bébé au sein, vous aurez soif. Et donc, si vous avez soif, vous serez bien contente d'avoir à portée de main votre boisson préférée, et ça peut être tout simplement de l'eau. Donc sachez qu'il n'est pas nécessaire de boire beaucoup pour avoir du lait. Maintenant, en écoutant sa soif, on peut très bien, on se sent en pleine forme. Boire des tisanes absolument n'a pas démontré un intérêt particulier. De la même manière, boire de la bière sans alcool n'a pas non plus démontré une efficacité certaine dans la manière de booster votre lactation. Ce n'est en règle générale pas la bière en soi qui permet d'obtenir plus de lait, c'est le malt d'orge qu'elle contient qui peut chez certaines femmes booster leur lactation. Et l'orge, on en trouve aussi dans des préparations à base d'orge. Ça peut être de l'ovomaltine par exemple, pour ne pas citer une marque, ou bien du jus d'herbe d'orge qui peut aussi booster votre lactation. Donc tous ces aliments ne sont pas absolument obligatoires, et donc vous prenez ce qui vous plaît, ce que vous avez à portée de main, mais si vous n'avez pas mis nécessairement tous ces aliments dans votre quotidien, ça ne devrait pas nuire à votre capacité à produire du lait. Certaines femmes ont remarqué que chez elles, la consommation d'amandes, la consommation de flocons d'avoine pouvait éventuellement soutenir leur lactation. Donc si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas, une fois encore, ce n'est pas absolument obligatoire. Donc mangez à votre faim, mangez ce qui vous plaît. Si toutefois vous sentez que votre lactation a du mal à décoller, que votre lait ne vient pas en abondance, ce n'est pas tant la quantité d'aliments ou les aliments spécifiques que vous allez consommer qui vont avoir un impact sur votre capacité à produire du lait, c'est plutôt l'efficacité du transfert de lait qui va faire foi. Maintenant, quels aliments est-ce qu'il faudrait éviter? Eh bien, il arrive peu souvent qu'on ait dans notre quotidien un attrait particulier pour la sauge en grande quantité. La sauge, si on la prend en décoction, peut faire vraiment baisser une lactation. Donc c'est une plante que l'on déconseille généralement lorsqu'on allaite. Et alors pour l'anecdote, dans certains pays, on encourage les mères, je pense au Liban, on encourage les mères à consommer du persil lorsqu'elles allaitent pour avoir plus de lait, alors qu'en France, on nous déconseille d'en prendre. Donc si vous avez quelques brins de persil sur votre assiette alors que vous démarrez votre allaitement, ce n'est certainement pas ça qui va nuire à votre capacité à produire du lait. Une fois que votre lactation sera installée, vous pourrez même vous régaler de taboulé libanais. Mais après vous observez le lien de votre corps avec ces aliments. Si vous sentez qu'il y a une baisse radicale de lactation ces derniers jours, on essaie de refaire un petit journal et on essaie de voir ce qui aurait pu changer. Il est rare que la lactation soit réellement affectée par des aliments. Ensuite, certaines personnes prétendent qu'il faut consommer des produits laitiers pour que le lait soit riche en calcium. La teneur en calcium du lait maternel n'a rien à voir avec les produits laitiers que vous allez consommer. Dans de très nombreuses cultures, les femmes ne consomment pas de produits laitiers, pour autant, leur lait est très riche en calcium et a la teneur en calcium nécessaire pour répondre aux besoins du bébé. Donc si vous aimez les produits laitiers, faites-vous plaisir. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas parce que vous n'en consommez pas que votre lait n'aura pas de calcium. Si vous avez des inquiétudes sur votre régime alimentaire, il est bon d'en référer à quelqu'un de compétent qui peut soit allier la double compétence en allaitement et en diététique, ou bien en parler à votre consultante en lactation qui saura vous guider et vous proposer un schéma adapté à votre profil. Dernière précision,
il y a un régime alimentaire qui est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent. C'est le régime végétalien lorsque la mère végétalienne n'est pas supplémentée en vitamine B12. Et pourquoi cela? Eh bien parce que la vitamine B12 est nécessaire au développement du cerveau de l'enfant. La vitamine B12 se trouve dans les aliments d'origine carnée, dans les produits laitiers, assez peu dans l'œuf, mais elle se trouve dans le poisson. Et donc si vous ne consommez aucun de ces aliments, si vous êtes végétarienne par exemple, et que votre seule source en vitamine B12 est l'œuf, a priori, vous pourriez être carencé. Donc il est bon de faire une prise de sang, d'en parler à un professionnel de santé et de voir comment réajuster votre régime alimentaire pour que votre alimentation contienne à nouveau cette vitamine B12 essentielle au développement du cerveau de votre enfant. C'est le cas pour les végétariennes qui n'y pensent pas toujours et c'est obligatoire chez les mamans végétaliennes. Et donc si vous êtes végétalienne et que vous allaitez votre bébé, s'il vous plaît, prenez de la vitamine B12 pour garantir la bonne santé de toute votre petite famille. En attendant, prenez soin de vous, régalez-vous, faites-vous plaisir avec les aliments qui vous plaisent. Ne vous privez pas d'ail, d'asperges, de choux, de tomates, d'oranges. Prenez tout ce qui vous plaît. Et si toutefois vous sentez que votre bébé est malheureux après que vous ayez consommé certains aliments, parlez-en à quelqu'un de compétent, parlez-en à une consultante en lactation d'abord, avant de faire une éviction stricte de tous les aliments qui sont prétendument nocifs pour le bébé, puisque dans la majeure partie, dans la plus grande quantité de situations, eh bien, cela ne gêne pas réellement le bébé. Donc il est bon d'individualiser chaque conseil et de s'adapter à votre propre profil, à celui de votre famille et à celui de votre bébé.